Bonjour, toujours dans la modélisation orientée objet avec UML. Aujourd'hui, nous allons essayer de faire la deuxième partie qui concerne les diagrammes de séquence. Et à savoir, nous allons essayer de présenter les fragments combinés et en particulier le fragment alt, le fragment loop et le fragment ref. Et nous allons essayer de voir par le biais des exemples qu'est-ce que ça veut dire chaque fragment et comment le mettre en place. Alors, donc, je rappelle, dans la dernière présentation, on avait montré c'est quoi l'intérêt d'un diagramme de séquence. Et normalement, c'est parmi les vues dynamiques importantes du UML. Pourquoi il est dynamique? Parce qu'il représente les interactions en fonction du temps. D'accord? Ces interactions, bien sûr, ils permettent d'obtenir un résultat suite à une requête effectuée par le client, bien par l'acteur. Alors par exemple ici c'est comment montrer par le biais d'un diagramme de séquence comment ça se fait le paiement d'une facture par exemple. Et je rappelle que le diagramme de séquence ce n'est qu'un détail d'un cas d'utilisation. Donc si on constate en tant qu'équipe que le paiement ou bien ce cas d'utilisation il, il cache derrière plusieurs choses. D'accord? Donc, de préférence, de l'accompagner avec un diagramme de séquence qui va détailler davantage ce cas d'utilisation. Le détailler en termes d'interaction qui vont se faire entre l'acteur d'une part et les différentes parties du système pour montrer comment obtenir le résultat observable qui sera fourni vers la fin vers l'acteur. Alors, bien sûr, l'interaction, bien l'ensemble des interactions se sont assurées par l'échange des messages entre le système et l'acteur. Et l'échange de messages se fait bien sûr selon une chronologie bien déterminée. Je rappelle que dans un diagramme de cas d'utilisation, on montre jamais la chronologie ou bien l'ordre des, des actions à faire. Le diagramme de séquence permet d'illustrer un scénario de cas d'utilisation, c'est-à-dire un scénario, c'est-à-dire on imagine ou bien on va concevoir les actions à faire ou bien les tâches à faire par le système pour répondre à un objectif. Un diagramme, bien sûr, concerne un cas qui mérite d'être détaillé, par exemple le cas d'utilisation s'il lui manque de détails supplémentaires pour le comprendre. Alors, la place, je rappelle aussi la place du diagramme de séquence au sein de la modélisation, bien au sein d'un cycle de vie de réalisation logicielle. Donc, on commence par énoncer les besoins, ensuite les données relatifs pour répondre à ces besoins. Et aussi, on peut définir une architecture et pour maîtriser comment réaliser et mettre en œuvre ou bien mettre en place le code source, comment l'imaginer, comment il sera par la suite, c'est-à-dire qui contient quoi. Par exemple, ici, il y a plusieurs classes. Chaque classe contient un bout de code et qui répond à des objectifs. Il y a la partie, par exemple, IHM, il y a la partie DA, ou il y a la partie data et ainsi de suite. Donc, ce diagramme de séquence montre comment ces classes qui vont générer bien sûr derrière des objets, comment ces objets ou bien ce groupe d'objets vont communiquer entre eux pour euh, avoir un résultat, par exemple, afficher produit ou bien créer produit. Par exemple, ici, ça c'est l'IHM, d'accord, ça c'est l'IHM, donc pour créer un produit. Donc vous voyez ici, le besoin c'est créer produit. Donc les données derrière sont fournies par un diagramme de classe, c'est-à-dire un produit appartient à une catégorie contient plusieurs produits, et donc toutes ces parties-là, ça concerne donc l'architecture qu'il faut mettre en place. Donc il y a deux, donc il y a l'IHM et il y a la couche d'accès aux données. Et l'IHM normalement c'est fait ici avec le JavaFX. Donc bien sûr le diagramme de séquence il va montrer
les interactions qu'il faut mettre, ou bien qu'il faut assurer entre l'IHM d'un côté et l'acteur d'un autre côté pour répondre à un objectif. Par exemple, ici, c'est créer produit. Alors, un exemple comme rappel de diagramme de séquence. Donc ici, dans ce code source-là, c'est un simple code source qui contient une première classe A, d'accord, une deuxième classe B et une troisième classe main qui définit le scénario d'exécution. Donc si vous voyez ici, bien sûr, la classe main, elle a le premier message, c'est la création d'un objet. Donc c'est celui-là, exactement. Et qui va demander la création de l'objet, c'est normalement c'est le main. Regardez ici, la création de l'objet se fait par le biais de main. Elle va lancer la demande à quelle classe? À la classe A. Bien sûr, parce que le constructeur qui va réaliser NIO A, il concerne la ligne de vie A. Donc, c'est pour cela, cette instruction, normalement, ça concerne deux lignes de vie et exactement ce message. Donc, bien sûr, la classe A, par le biais de son constructeur, elle va répondre. C'est quoi ici la réponse? C'est un objet créé. On n'est pas obligé souvent de mettre en place la réponse. Alors ça, en ce qui concerne la première instruction, donc c'est ça normalement. La première instruction, on sait qu'il y a deux lignes de vie et on sait qu'il y a un message. Donc c'est exactement cette instruction. Alors ensuite, regardez donc ici, maintenant le A il se trouve ou bien il appartient au main. Donc le A, normalement, ça concerne cette ligne de vie. Donc c'est pour cela, si je vais mettre F data, c'est-à-dire l'appel de F se fait sur A. Parce que le A concerne la méthode main. Et je lui fournis data ici, c'est le paramètre ici, je passe 5. Donc ça, c'est aussi une communication qui se fait entre le main et la classe A. Parce que c'est la classe A qui contient, regardez, c'est la classe A qui contient la méthode F. Alors, au moment de l'exécution de F, qu'est-ce qu'elle va faire en premier lieu? La première exécution de F, voilà ici, parce que le main, il va attendre un résultat. Int val égal. Parce que jusqu'à présent, quand est-ce que je mets le résultat de cette partie droite de égal, la partie droite, son résultat, je vais le mettre dans val. Mais maintenant, je viens de commencer l'exécution. Je ne peux mettre le résultat qu'après la fin de l'exécution de f. Donc, c'est-à-dire à la fin de l'exécution de f, je vais mettre le résultat où? Dans val. Donc, ce retour-là, c'est la valeur à retourner et à stocker dans val. Maintenant, pendant l'exécution de f, la première chose à mettre en f, c'est quoi? C'est-à-dire, je vais créer un nouveau objet qui a la référence B. C'est exactement ça. Donc, je vais créer une autre ligne de vie qui va participer à cette communication et qui va en fait résumer les interactions entre les différentes lignes de vie. Alors ici, la création de la référence B est faite et ensuite, qu'est-ce que je vais mettre? Bien sûr, une fois le B est créé, le B normalement concerne la ligne de vie maintenant qui est en milieu. Alors, une fois le B est là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire appel à G et le G est appelé sur l'objet B. D'accord? Donc le G est appelé sur l'objet B. Et je lui passe data, comme ici normalement. Voilà, donc c'est exactement ça. Et après exécution de G, d'accord, après exécution, je peux mettre ici un message réflexif. Après l'exécution de G, donc je retourne quoi? Je retourne data. Ce data, il est stocké où? Il est stocké dans une valeur qui concerne la ligne de vie en milieu, c'est-à-dire qui concerne l'objet de la classe A. Et ensuite, elle va retourner la valeur, d'accord? Euh, non, plutôt, on a retourné la valeur, et une fois la valeur retournée, je vais la stocker dans val. Euh, voilà, ici plutôt, c'est ça, normalement. La valeur retournée, c'est ça, d'accord?
La valeur retournée, c'est ça. Et je vais la stocker dans val qui concerne la ligne de vie, A. Et ensuite, cette valeur encore, maintenant, elle va être retournée à dans la ligne de vie de main. C'est celle-là. Donc ça, c'est un rappel par rapport à qu'est-ce que ça veut dire un diagramme de séquence. Et ça concerne normalement la présentation dernière. Et il faut faire attention, c'est vrai ici, normalement, j'ai presque traduit toutes les instructions. Mais en général, dans un diagramme de séquence, il s'agit bien d'un résumé. D'accord? Il résume les interactions et il ne va pas montrer toutes les interactions qu'il faut mentionner. Alors maintenant, on va passer à notre objet principal qui est présentation des fragments combinés qui sont alt, loop et ref. Alors, euh, les fragments, il y en a plusieurs en UML, donc même plus, normalement, de ce nom, on va leur présenter. Alors, les fragments les plus importants sont les trois premières, ou bien les trois premiers, à savoir le fragment alt, le fragment loop et le fragment ref. Alors, on va essayer de détailler chacun à part. Alors, pour le fragment alt, deux fragments, bien sûr, à parcourir selon la valeur de la condition. C'est-à-dire, une fois dire fragment alt, c'est-à-dire j'ai une condition. Si, d'accord, si condition, alors traitement 1. Sinon, 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 alors traitement 2. C'est ça normalement, deux fragments à parcourir. Le corps de si et bien sûr le deuxième corps de sinon. C'est ça normalement qui représente le fragment alt. Alors, on a en général six conditions à leur traitement 1, sinon traitement 2. Donc ça, c'est partie algorithmique, d'accord? Si on va essayer de mettre en place un résumé sous forme de texte, on peut dire par exemple, je peux lancer un message 1 d'une ligne 1 qui est A, un objet anonyme de A, vers l'objet anonyme B, c'est un message 1, je reçois la réponse, recevoir la réponse, d'accord? Et ensuite, dans cette réponse, je ne sais pas, il y a une valeur, par exemple, qui va exprimer la condition. Et on peut dire à ce moment-là, je peux, selon la valeur retournée ici, on va, on va mettre en place une condition. Si la valeur, par exemple, est supérieure à 10, voilà les traitements à faire. Sinon, voilà les traitements à faire. Donc ça, c'est le bloc alt qui contient le bloc de if, sachant que la condition est vérifiée, et le bloc de else si jamais la condition n'est pas vérifiée. Donc si la condition est OK, alors réponse 2, je reçois la réponse 2, je lance un message 3 et je reçois une réponse 3. Sinon, c'est-à-dire si la condition n'est pas vérifiée, alors je vais avoir la réponse 4 et ensuite je peux lancer un message 4 à partir de l'objet anonyme A vers l'objet anonyme B. Donc selon cette réponse, par exemple si je vais recevoir la température, donc si j'ai une requête de demander la température à un serveur distant, par exemple la température T, d'accord, demander la température, et je vais avoir comme réponse T. Alors je peux dire si la température est supérieure ou égale à 30, alors déclencher, je ne sais pas, euh, un moteur qui va jouer le rôle de réfrigérateur et je change un ensemble de messages. Sinon, je vais éteindre un autre moteur et ainsi de suite. Donc ça, on peut imaginer une telle situation. Alors, comme exemple, on va utiliser un exemple qui est simple à comprendre. Il s'agit d'une fonctionnalité que nous avons l'habitude d'utiliser. Normalement, c'est la connexion vers un serveur, par exemple, un serveur de messagerie qu'a Gmail, par exemple. Alors, bien sûr, ça, c'est la première version, d'accord? Parce que jusqu'à présent, on n'a vu que Alt. C'est pour cela que je vais présenter la première version de l'objet se connecter. Donc, la première chose pour détailler
le cas d'utilisation se connecter, la première chose, il faut poser la question, quelles sont les lignes de vie qui vont participer à la réalisation de ce cas d'utilisation. Donc ici, normalement, souvent, on a qui va déclencher le processus ou bien qui va déclencher le scénario de réalisation de cas. C'est l'acteur. Ici, notre acteur, c'est un acteur humain. Donc voilà, ça c'est l'acteur. Ça, c'est la première ligne de vie. Et ensuite, il va interagir avec qui? C'est avec quoi exactement? Bien sûr, il va interagir avec l'IHM. Par exemple, si je vais aller vers Gmail, donc je peux aller vers Gmail, bien sûr, et ensuite, voilà, donc je peux aller vers Gmail. Bien sûr, ici, je suis déjà connecté. Je vais me déconnecter. Donc pour ce faire, je vais essayer de me déconnecter dans un premier temps. Voilà. Et ensuite, j'essaie de me connecter. Voilà, donc je vais me connecter. C'est-à-dire, je choisis mon login et je vais taper le mot de passe. Donc ici, je suis en train de faire quoi? Je suis en train de saisir le login et le PWD, c'est-à-dire le mot de passe. En tant qu'utilisateur, je vais fournir ces informations à l'IHM. C'est quoi ici l'IHM? C'est cette interface-là. J'ai fourni le login et je vais fournir le mot de passe. Donc ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Donc ensuite, bien sûr, ça c'est fournir et en même temps c'est pas la peine de mentionner comme message cliquer sur Next, mais je vais cliquer sur Next. C'est ça fournir. Alors ici, qu'est-ce qu'il a fait? Comment il a détecté comme quoi euh, j'ai pas saisi les bonnes informations? C'est-à-dire, il a l'IHM, une fois j'ai cliqué sur envoyer, l'IHM, elle a envoyé les informations vers la couche d'accès aux données. C'est-à-dire, elle a essayé d'appeler une fonction qui s'appelle, par exemple, j'imagine ça, donc getUser, c'est une fonction qui appartient à DataAccess et qui a comme information login et PWT. Donc, bien sûr, elle va faire un traitement ici. Donc, cette partie-là, elle va faire un traitement et elle va retourner un résultat. Donc, elle va retourner user. Sachant que user, il peut être soit nul, soit différent de nul. S'il est nul, c'est-à-dire le mot de passe saisi et le login ne sont pas corrects. Donc, selon la valeur de user, on va réagir. Si user est OK, à ce moment-là, je vais afficher un message de bienvenue. C'est-à-dire, si user n'est pas nul, je vais afficher un message de bienvenue. Si user est faux, donc à ce moment-là, je vais afficher un message d'erreur. C'est exactement ce qui est écrit ici. Je peux mettre un résumé sous format de texte et par la suite le traduire en jargon UML et en particulier le diagramme de séquence. Donc, entrer login au mot de passe, c'est la première chose. Vérifier login au mot de passe qui va se faire dans la couche d'accès aux données et qui va envoyer le login et le mot de passe à la couche d'accès aux données, c'est la couche IHM par le biais de l'appel à getUser. Ensuite, s'il existe un user équivalent à leur message de bienvenue, donc c'est exactement ça. Sinon, donc vous voyez, il y a un bloc si, sinon, donc automatiquement on doit penser au fragment alt. Le alt, normalement, il a la condition qui doit se mettre entre crochets. Et ici, j'ai le message de bienvenue en cas où, ou bien au cas où user différent de nul. Sinon, message d'erreur. D'accord? Alors ici, qu'est-ce qui se passe selon ce diagramme-là? Normalement, j'ai saisi une première fois, voilà, le mot de passe est incorrect et logiquement, le traitement est terminé parce que ici, j'ai soit si, soit sinon. Il ne va pas me redemander. Par contre, la réalité ici, il me redemande toujours. Try again. C'est-à-dire ici, comme si je boucle. Donc, je vais faire ça tant que mon mot de passe est incorrect. Si mon mot de passe est correct, à ce moment-là, il va afficher un message de bienvenue. Voilà, donc il va entrer dans mon espace. Alors, ici, normalement, c'est pas le bon diagramme. Pourquoi? Parce que ce diagramme-là,
il me demande de saisir le login et le mot de passe une seule fois. Donc c'est pour cela on est obligé de voir l'autre fragment qui est loop et qui représente normalement une, euh, une boucle. C'est-à-dire il va me redemander le mot de passe tant que il n'y a pas, j'ai pas saisi le bon login et le bon mot de passe. Donc le fragment est répété tant que une condition est vérifiée et équivalent à tant que condition faire action. Et c'est exactement ça. Tant que condition faire ces actions suivantes. Action, réponse, action, réponse, action, réponse, tant que la condition est vraie. C'est-à-dire ici tout à l'heure, donc il va me redemander le mot de passe tant que le mot de passe est incorrect. Vous voyez, tant que ici, normalement, tant que le mot de passe est incorrect, tant que le mot de passe est incorrect, il va me redemander d'une manière indéfinie. D'accord, je ne sais pas combien de fois. Ah, peut-être il va détecter comme quoi il s'agit d'un robot, je sais pas, il me bloque. Non, je vais pas essayer ça. Mais si vous connaissez, normalement tout le monde connaît une carte bancaire. Normalement, on peut fixer le nombre d'essais, c'est-à-dire de 0 à 2. C'est-à-dire 0, 1, 2, c'est-à-dire 3 essais. Par exemple, dans un guichet automatique, vous fournissez la carte et par la suite, vous saisissez le code de la carte. Donc, si vous allez dépasser 3 actions, à ce moment-là, il va garder la carte. Donc ici, je peux mettre 0, 3, c'est-à-dire n. D'accord? Alors, ça c'est une autre forme, mais la même chose. Ça c'est une boucle tant que vrai, d'accord? Ou bien tant que c'est pas le bon mot de passe refaire. Et ici, normalement, de 0 à 3, refaire. Sinon, il va faire des actions. On va voir par la suite. Alors, maintenant, un exemple. On va tout simplement améliorer la version de diagramme de séquence qui concerne le cas d'utilisation se connecter. Ici, on va présenter la deuxième version. Alors, comme d'habitude, il faut préciser les lignes de vie, définir le résumé. Voilà, donc le résumé, c'est tant que user est nul, entrer le mot de passe, vérifier login et mot de passe. Si user égale à nul, alors message d'erreur. Je sors de la boucle avec user non nul et avec un message de bienvenue. D'accord? C'est-à-dire, tant que voilà ce que je peux faire. D'accord? Tant que user est nul. Sinon, c'est-à-dire l'user n'est pas nul, je suis ici, je sors de la boucle avec un user non nul et j'affiche un message de bienvenue. C'est-à-dire ici, je peux mettre, c'est-à-dire ce if else, ou bien ce if, parce que le else c'est optionnel. Donc regardez, c'est tant que user est nul, je saisis le login et le mot de passe. Je le saisis dans la IHM. Une fois cliqué sur se connecter, j'appelle la couche database qui va vérifier le login et le mot de passe et elle va retourner une réponse. Cette réponse, puisque je parle de la programmation orientée objet, cette réponse c'est user, c'est un objet. Si user c'est les nuls, à ce moment-là, message d'erreur et je loupe parce que le user c'est toujours nul parce que avant le loop il est initialisé à nul. Donc je loupe jusqu'à quand? Jusqu'à user est non nul. Supposons je vais fournir un bon login et un bon mot de passe. Je vais get user, ils vont retourner un user non nul. Et bien sûr, je ne vais pas entrer dans le alt. Donc, je ne vais pas afficher le message d'erreur. Et je vais revenir. Est-ce que user est nul? Non. Donc, je sors de loop avec un message de bienvenue. Et c'est exactement ce qui est décrit dans ce résumé-là. Alors, bien sûr, ça c'est un résumé. Bien sûr, on peut avoir plusieurs résumés et ça dépend de votre démarche, de votre manière de voir les interactions, de votre IHM et ainsi de suite. Donc, l'algorithme, si l'algorithme bien sûr change, à ce moment-là, changer le diagramme de séquence. C'est-à-dire, pour l'authentification, je peux avoir beaucoup de diagrammes, beaucoup de propositions qui sont correctes. Et normalement, qui dépendent de la vision de l'architecture, de l'échange de messages et ainsi de suite. Donc ça, en ce qui concerne le fragment loop. Pour le fragment
le fragment ref. Donc un fragment ref permet d'inclure un autre diagramme de séquence. C'est-à-dire, j'ai un diagramme de séquence principal qui est A, et je vais inclure dedans un autre diagramme de séquence qui est B. D'accord? Donc ça, c'est le ref. Alors, équivalent à une fonction, c'est-à-dire diag A, regardez, j'ai une fonction qui s'appelle diag A. Par exemple, ici, j'ai void diag A. Et cette fonction, elle appelle une autre fonction. Cette autre fonction s'appelle sous-fonction. Comme si une fonction appelle une sous-fonction. C'est la même chose. Alors ici, comment le représenter graphiquement dans le diagramme de séquence? Par le biais de ce fragment ayant le nom ref. Et ici, le nom de la sous-fonction. Et en particulier, cette sous-fonction, elle représente quoi? Elle représente un diagramme de séquence. Et c'est exactement celui-là. D'accord? C'est-à-dire, je vais intégrer ce diagramme de séquence au sein de la partie qui est ici en rouge. Comme si j'ai message 1, réponse 1, message 3, réponse 2, suite de l'instruction SF, suite d'interaction. C'est exactement ça. Et puisque, en général, pourquoi mettre le ref? Si jamais ce diagramme de séquence, il peut être réutilisé dans plusieurs diagrammes de séquence. Au lieu de refaire toujours ces messages-là, je peux les mettre dans un diagramme de séquence à part pour l'appeler à chaque fois j'en ai besoin. Alors, un exemple ici, par exemple, parce que, par exemple, l'authentification, bien le diagramme de séquence relatif à l'authentification, il est utilisé dans plusieurs autres besoins. D'accord? C'est-à-dire, j'avais déjà réalisé le diagramme de séquence relatif à l'authentification. Donc, ça, c'est DS Login. Mon diagramme de séquence, il s'appelle DS Login. Et je vais le réutiliser. Donc, ici, normalement, je peux mettre, de préférence, mettre DS Login. C'est-à-dire pour dire que mon diagramme de séquence, il s'appelle DS Login comme mentionné dans les slides. Voilà. Donc, si je vais faire ref, c'est-à-dire je vais commencer par exécuter cette sous-fonction. Autrement dit, je vais exécuter les messages appartenant à DSLogin. Exactement, je vais exécuter cette partie-là. Je vais bien sûr faire un loop. Je vais essayer de saisir de login le mot de passe. Et tant que c'est pas bien, je vais refaire l'exécution. Ceci est relatif à cette partie qui est en rouge et qui concerne exactement l'exécution de DSLogin. Une fois je sors, bien sûr, je sors avec un message de bienvenue. Une fois tu as le bienvenu, regardez ici, une fois tu as le bienvenu, d'accord, parce que c'est inclus dans DSLogin, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais afficher le formulaire, c'est-à-dire dans notre application, on ne peut créer un produit seulement si l'authentification est faite. Parce que pour l'utilisateur, pour qu'il puisse créer un produit, il faut qu'il soit connecté. Donc c'est notre manière de voir, c'est notre application et nous sommes en train de la concevoir de cette manière. Alors une fois l'authentification est faite, l'utilisateur il va demander le formulaire. Donc il y a l'interaction avec la base de données, il va saisir les données, il va afficher la catégorie pour sélectionner la catégorie, il va ensuite sélectionner. En fait, il va demander par exemple ici, moi j'ai un exemple de code source en Java pour vous mettre. Donc j'ai une application réalisée en Java, alors qui reflète exactement cette réalité. Alors, mais l'authentification, je l'ai désactivée parce que c'est une application que. Alors j'ai désactivé l'authentification, je me connecte directement. Alors je vais aller ici, d'accord. Voilà. Et je vais aller par exemple. Non, c'est pas ici, c'est ici. Alors je vais aller dans Login, mais j'ai désactivé la connexion, l'authentification, comme si il va me demander l'authentification à l'application. D'accord? Même s'il y a ces erreurs, normalement ça marche. Alors dans la gestion des produits, je vais mettre nouveau produit.
D'accord? Donc, je vais mettre nouveau produit. Je tape, c'est-à-dire, regardez ici. Pour moi, mon diagramme de séquence, pour récupérer ce numéro de manière automatiquement, d'accord? Qu'est-ce que j'ai fait? Euh, j'ai demandé l'affichage de formulaire et je suis connecté à la base de données et j'ai récupéré des informations et je suis maintenant en train de saisir les données. Au lieu de dire saisir la référence, saisir la désignation, choisir la catégorie, saisir le prix, je vais mettre résumé parce que j'ai dit le diagramme de séquence présente un résumé d'interaction. Donc, saisir données, ça résume toutes les autres actions. Alors, je vais commencer par saisir la référence, par exemple, et je peux saisir la désignation, voilà. Et pour la catégorie, j'ai essayé de la mentionner. Je peux ne pas la mentionner, c'est-à-dire l'inclure dans la partie saisie donnée. Je peux cette partie-là, je peux l'omettre. Parce que, à mon sens, j'ai vu que c'est important d'afficher, de montrer cette partie-là. Donc, je vais afficher la liste des catégories. Regardez, et si connecté dans, je suis encore connecté dans la base de données pour récupérer la liste. Regarde, pour récupérer la liste des catégories. Et je vais faire ceci, d'accord? Et je vais continuer à saisir les données. Tout ça, c'est saisir données, d'accord? Date, TVA, je sais pas, je vais mettre 0,2 et je vais enregistrer, d'accord? Donc, vers la fin, une fois tu vas saisir les données, valider les données, je l'ai validé par enregistrer, je vais me connecter à la base de données, il va l'ajouter, il va faire un message de confirmation, c'est-à-dire le Data Access Layer, elle va répondre et je vais recevoir ce message et je vais faire la confirmation, soit ajout avec succès ou bien échec d'ajout. D'accord? Donc ça, en ce qui concerne ce diagramme de séquence. Alors, ça c'est un autre diagramme de séquence qui concerne la réservation de la chambre. Par exemple, réservation d'une chambre d'un hôtel. Je dois me connecter, et c'est-à-dire je suis dans le paiement, d'accord? Donc je vais, une fois tu demandes le paiement, il va te fournir le formulaire de paiement, tu vas saisir les informations de la carte bancaire, mais une fois tu vas valider les informations, à ce moment-là, tu vas euh, se connecter à notre site distant, d'accord? Qui va vérifier ces informations, il va te montrer le résultat de paiement, d'accord? Valider la réservation, ticket, d'accord? Normalement, ce diagramme de séquence relatif à ce diagramme de cas. L'objectif est de réserver chambre. Pour réserver chambre, je dois m'authentifier et je dois effectuer le paiement. Et pour effectuer le paiement, je fais appel à un système externe. Donc, pour plus de détails qui concernent comment ça marche, les cas d'utilisation, il faut voir les présentations dans la chaîne qui concernent comment mettre en place un diagramme de cas d'utilisation. Donc, réserver chambre nécessite l'authentification et nécessite le paiement. Donc, c'est exactement ici. Donc, pour parler de paiement maintenant, je dois être connecté et voilà, il y a un ensemble d'interactions, d'accord? J'affiche le formulaire, je saisis les informations de la carte, je clique sur valider, je transmets au serveur de paiement les informations de la carte et le total à payer. Ils vont vérifier la carte et le solde, est-ce que c'est suffisant et ainsi de suite. Et certainement, si tout va bien, il va faire une réponse. Donc cette réponse, ça représente le résultat de paiement. D'accord? Donc, le résultat de paiement, bien sûr, il faut faire ici un alt. Vous pouvez le terminer par un alt. Si le résultat est OK, à ce moment-là, valider réservation et avoir ticket. Parce que ici, c'est important de mettre un alt. En fonction du résultat de paiement, voilà ce qu'il faut faire. Valider la réservation, afficher ticket et recevoir le ticket. Alors, regardez ici, ça c'est une première version, mais on peut avoir déjà un résumé, d'accord, pour réservation de chambre. Et par la suite, je peux avoir ce diagramme. Et ensuite, voilà, c'est la même chose, d'accord. Donc, pour faire appel à, en fait, ici, il y a DS paiement, réserver chambre.
Donc il y a choisir les chambres, calculer le total et faire appel à DS paiement. Et DS paiement, c'est exactement celui-là. Donc tout ce diagramme qui inclut à son tour l'authentification, je vais l'inclure dans le diagramme de séquence de réserve et chambre. Donc il sera inclus ici. C'est après avoir choisi les chambres et après avoir calculé le total, je vais commencer le processus de paiement. Et je rappelle que normalement ce diagramme-là ne prend pas en compte les alternatives que je peux avoir, c'est-à-dire le fragment alt. Donc il faut absolument l'ajouter ici, d'accord, dans ce diagramme-là, pour traiter le cas si jamais le, le paiement n'est pas valide. D'accord? Si le paiement n'est pas valide, je vais avoir alors un alt, d'accord, de cette manière-là, un alt, et la condition si paiement est échoué, alors message d'erreur. Sinon, je vais faire valider la réservation, ticket, et je reçois le ticket. Donc voilà, cette présentation, normalement, euh, l'objectif était de présenter les fragments euh, principaux qui sont Alt, Loop, RF, mais ça n'empêche, normalement, j'ai aussi présenté un, un détail supplémentaire ou bien des rappels, comment mettre en place un diagramme de séquence.